Fermez les yeux un instant. Vous entendez ce bruit? Ce petit clic de plastique? Pour toute une génération, c'est celui de la fin de la récréation. C'est le son qu'on faisait sous notre drap à 2 heures du matin quand on entendait les pas de nos parents dans le couloir. Pendant plus de 15 ans, Nintendo a dominé le monde, non pas avec une course à la puissance, mais avec un concept absurde. 2 écrans, dont un tactile et un stylet. Aujourd'hui, avec la Switch, on a l'habitude de l'écran unique hybride. Mais de 2004 à 2020, Nintendo a vécu son époque la plus folle, la plus expérimentale et paradoxalement la plus lucrative de son histoire. Aujourd'hui, on va se pencher sur le cas Nintendo et plus particulièrement sur sa fameuse DS. On va donc répondre à la question suivante. Comment Nintendo a-t-il écrasé la machine la plus puissante de Sony avec une console techniquement dépassée? Comment ont-ils failli tout perdre avec la 3DS avant de réaliser le sauvetage le plus spectaculaire de l'histoire du jeu vidéo? Installez-vous confortablement, prenez votre stylet, et voici l'histoire complète de la Nintendo DS. Pour comprendre la DS, il faut revenir en 2003. La Game Boy et la Game Boy Advance sont des monopoles absolus. Mais Sony, qui a déjà humilié Nintendo sur le marché des consoles de salon avec la PlayStation 1 et 2, décide de s'attaquer au dernier bastion de Mario. Sony annonce la PSP. C'est un monstre, un écran sublime et des graphismes dignes d'une PS2. La possibilité de lire des films, de la musique, c'est le Walkman du 21e siècle. Chez Nintendo, c'est la panique. La GameCube se vend mal face à la PS2. S'ils perdent le marché portable, l'entreprise pourrait couler. Satoru Iwata, le légendaire PDG de Nintendo, prend alors une décision radicale. Face à la force brute de Sony, il ne va pas répondre par la technologie, mais par l'innovation. C'est le projet Nitro. Nous sommes à l'E3 2004. Reggie, fils aimé, monte sur scène, l'attitude bravache, et Nintendo dévoile ça. Well, the wait is over. This is Nintendo DS. La toute nouvelle Nintendo DS. DS d'ailleurs qui signifie en réalité développeur système ou dual screen, à vous de choisir. Et honnêtement, les journalistes sont perplexes. La console est grosse, moche, grise, en gros, rien de convaincant. En 2004, rappelez-vous, l'iPhone n'existe pas, et moi non plus d'ailleurs. Mais le tactile s'était réservé aux distributeurs de billets, ou aux Palm Pilot des hommes d'affaires. Pour se protéger au cas où ce serait un échec cuisant, Nintendo invente un mensonge marketing incroyable. La stratégie du troisième pilier. Il jure devant la presse que la DS ne remplace pas la Game Boy Advance, que c'est une gamme à part. Spoiler, c'était complètement faux. Si la DS échouait, ils auraient sorti un Game Boy 2. Mais la DS sort fin 2004, et le miracle peut enfin commencer. Au lancement, Super Mario 64 DS montre ce que la console sait faire. Mais c'est au printemps 2005 que Satoru Iwata déploie sa véritable stratégie, théorisée sous le nom de l'Océan Bleu. L'idée, au lieu de se battre dans l'Océan Rouge avec Sony et Microsoft pour savoir qui a les plus beaux polygones, Nintendo va naviguer dans un océan bleu, créer un nouveau marché avec des gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo, les filles, les parents et les grands-parents. Et pour ça, il faut deux armes. La première, c'est le logiciel. En 2005 sortent deux ovnis absolus. D'abord Nintendogs, vous soufflez dans le micro, vous caressez un pixel au stylet et des millions de personnes craquent. Ensuite, le programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima. Vous tenez la console à la verticale comme un livre et soudain vous voyez des mères de famille et des retraités dans le métro en train de faire du calcul mental sur une console Nintendo. C'est un carton total. La deuxième arme, c'est le hardware. En 2006, Nintendo comprend que sa première DS fait trop jouer pour geek. Ils sortent alors la Nintendo DS Lite. C'est une masterclass de design. Blanche, brillante, épurée, elle ressemble à un produit Apple. L'écran est infiniment plus lumineux, la batterie tient la route. La DS Lite ne devient pas juste une console, elle devient un accessoire de mode.
À partir de là, c'est la folie. La console accueille une ludothèque parmi les plus denses de l'histoire. Mario Kart DS amène le multijoueur en ligne et la technique du snacking. Pokémon Diamant et Perle rendent les échanges mondiaux possibles. New Super Mario Bros se vend à plus de 30 millions d'exemplaires et des jeux d'aventure textuels comme Professor Layton utilisent l'écran tactile à la perfection. Des RPG légendaires comme Dragon Quest IX ou le crépusculaire Zelda Phantom Hourglass. Sony et sa PSP font de l'excellent travail. La PSP se vendra à plus de 80 millions d'unités, mais face au tsunami de la DS, c'est clairement insuffisant. Faisons un petit saut dans le temps, on est en 2008, Nintendo domine le monde. Mais la technologie évolue. Un certain iPhone vient de sortir et le téléchargement d'applications commence à exploser. Nintendo répond avec la DSi, une console plus fine, aux écrans légèrement plus grands, mais qui fait un sacrifice majeur. La disparition du port cartouche Game Boy. En échange, 2 appareils photo, un lecteur de carte SD et surtout la boutique DSiWare. C'est le début de l'ère du dématérialisé pour les portables Nintendo. Pour mon expérience personnelle, la DSi c'est la première Nintendo que j'ai eue. Peut-être que ça m'a forgé une légère addiction aux jeux vidéo. L'année suivante, Nintendo sort la DSi XL, une console immense. Pourquoi ? Pour la génération Kawashima. Les personnes âgées ont du mal à lire sur les petits écrans. Et n'oublions pas que les personnes âgées formaient une grande clientèle. Jusqu'à la fin de sa vie, la famille Nintendo DS s'écoulera à plus de 154 millions d'exemplaires. C'est encore aujourd'hui la console portable la plus vendue de l'histoire de l'humanité et la deuxième console la plus vendue tout court, juste derrière la PS2. Mais dans l'ombre, Nintendo a un problème. Comment succéder à un tel phénomène ? C'est vrai, comment faire revenir la magie ? Et malheureusement, un excès de confiance va leur jouer un très mauvais tour. Après un nouveau saut dans le temps, on est en 2010. Et en 2010, rappelez-vous, le monde entier est obsédé par une chose, et c'est la 3D. Le film Avatar de James Cameron a brisé tous les records. Et tous les fabricants de télé veulent vous vendre des lunettes 3D ridicules pour votre salon. Et par pitié, regardez-moi ça. Bref, c'est dans ce contexte que Nintendo annonce la Nintendo 3DS à l'E3 2010. La promesse est digne de la science-fiction. De la vraie 3D stéréoscopique sans lunettes. La presse l'essaye et tout le monde est choqué. Ça marche et l'effet de profondeur est saisissant. Graphiquement, la console est un bond en avant énorme, proche d'une GameCube portable. Mais lors de sa sortie en mars 2011, c'est la douche froide, le drame absolu. D'abord le prix, 250 € pour une console portable. En 2011, c'est exorbitant. Ensuite, l'effet 3D. Il est magique les 5 premières minutes, mais si vous bougez la tête d'1 mm, l'image se dédouble et vous donne la migraine. La batterie fond comme neige au soleil à peine 3 ou 4 heures. Et le pire, le line-up de lancement. Il n'y a pas de Mario, pas de Zelda, le jeu phare du lancement s'appelle Nintendogs Plus 4. C'est vrai, les gens achètent une nouvelle console. C'est pour jouer à un super Pokémon, le tout dernier, ou un Zelda. Tu achètes la console, tu peux jouer à Nintendogs avec des chats. Pendant ce temps, le monde a changé. Les smartphones ont explosé et pourquoi les joueurs occasionnels, les parents et les mamies iraient payer 250 € pour une console quand ils peuvent jouer à Angry Birds pour à peine 1 € sur leur nouvel iPhone. Les ventes de la 3DS s'effondrent. C'est un échec industriel sans précédent pour la firme de Kyoto. L'action Nintendo s'effondre en bourse et certains analystes appellent Satoru Iwata à démissionner et disent que Nintendo devrait devenir éditeur tiers sur mobile. L'entreprise est au bord du gouffre financier couplé à l'échec naissant de la Wii U qui arrive la même année. Il faudrait un miracle ou plutôt un sacrifice pour se relever. On est en août 2011, seulement 6 mois après son lancement, Satoru Iwata prend la parole. Il s'excuse publiquement et annonce qu'il divise son propre salaire par 2 pour ne licencier personne. Mais surtout, il annonce une baisse de prix d'une violence inouïe. La 3DS passe de 250 à 170 € du jour au lendemain. Une baisse d'un tiers de son prix, sacrifiant la marge de Nintendo pour sauver la machine. Et qu'est-ce qu'ils font pour ceux qui ont payé le prix fort ? Eh bien, ils créent le programme ambassadeur et leur offrent 20 jeux dématérialisés gratuits. Véritable cadeau d'ailleurs, car ces jeux ne seront jamais vendus publiquement. La baisse de prix fait son effet, mais une console sans jeu, c'est pas une console. Fin 2011, Nintendo sort l'artillerie lourde. Super Mario 3D Land redéfinit la plateforme en utilisant enfin la 3D intelligemment. Et puis Mario Kart 7 qui sort pour Noël. La machine est enfin lancée. À partir de là, Nintendo va appliquer la technique du rouleau compresseur. Ils vont transformer la 3DS en un incontournable absolu. Les casus sont partis sur mobile ? Très bien, on va faire des jeux de puristes. Donc, on a Animal Crossing New Leaf qui devient le refuge virtuel de millions de joueurs. Pokémon X et Y passe la saga en 3D intégrale.
Fire Emblem Awakening qui sauve littéralement sa franchise, Zelda A-Link Between Worlds réinvente la formule, et le coup de grâce au Japon, Monster Hunter 3 Ultimate puis Monster Hunter 4 piqué à Sony qui font s'arracher les consoles. Avec le temps et les années, la console va subir beaucoup d'améliorations. En 2012 sort la 3DS XL qui règle le problème de la taille des écrans. En 2013, c'est la Nintendo 2DS que je connais très bien, qui ne se plie pas, qui ressemble à une part de gâteau et qui est totalement indestructible. Pas d'option 3D et vendue une misère, elle était parfaite pour les enfants et j'étais l'un d'eux. Et finalement en 2015, c'est la New Nintendo 3DS qui sort, plus puissante et avec une nouvelle technologie qui est l'eye tracking, qui suit vos yeux pour que la 3D ne décroche plus jamais. La famille de la 3DS se vendra à près de 76 millions d'exemplaires, c'est 2 fois moins que la DS, mais vu d'où elle est partie, c'est clairement l'un des plus gros sauvetages de l'histoire de la tech. En mars 2017, la Nintendo Switch arrive. Elle cartonne immédiatement, et silencieusement, doucement, la 3DS tire sa révérence avec la New 2DS XL. L'ère des deux écrans se referme après 15 ans de bons et loyaux services. Aujourd'hui, on pleure un peu cette époque. Pourquoi ? Parce que la Switch, bien qu'excellente, est finalement très classique. C'est un écran avec des boutons. L'ère de la DS et de la 3DS, c'était un règne de l'ingéniosité. Les développeurs devaient se casser la tête pour exploiter 2 écrans. Un micro, un stylet, des caméras, la réalité augmentée, le podomètre intégré, etc. Ces consoles avaient une âme. La musique du menu absolument légendaire, la place Mi où on pouvait voir les gens qu'on avait croisés dans la rue grâce au Street Pass, et même cet appareil photo avec une qualité absolument horrible. Dites-vous quand même que la DS a mis un écran tactile dans les mains du monde entier avant Steve Jobs, et elle a même survécu à l'avènement des téléphones portables uniquement grâce à ses jeux. Satoru Iwata, le grand architecte de cette ère, nous a quittés en 2015. Mais quand on regarde l'industrie d'aujourd'hui, on se dit que son pari d'antan de créer la magie est réussi. Merci de m'avoir suivi dans ce voyage temporel, n'oubliez pas de souffler dans vos cartouches, moi je retourne jouer à Pokémon Lune et à très bientôt.